Ça y est, depuis le 29 mars, il n'est plus possible de formuler des vœux sur la plateforme Parcoursup, excepté pour de l'apprentissage. Aujourd'hui, en 30 minutes ou presque, on vous explique le calendrier, les dates et étapes importantes à retenir, ce qui va se passer d'ici le 2 juin, date à laquelle les premières réponses à vos vœux vont commencer à tomber. Et surtout, que faire pour celles et ceux qui n'auront peu ou pas de réponse positive concernant leurs vœux. Tout ça en 30 minutes ou presque. Et pour en parler justement, deux invités, Sonia Coudon et Stéphane Klein. Merci d'être avec nous aujourd'hui en plateau. Stéphane, vous êtes le chef du service académique d'information et d'orientation de l'Académie de Strasbourg, et spécialiste de la plateforme Parcoursup. Juste avant de commencer de présenter Sonia, le SIO, c'est quoi et on y trouve qui ? Alors c'est un service académique, on gère l'orientation et surtout l'affectation des élèves, de la 6e jusqu'à la terminale. Et donc le palier terminal, c'est bien sûr par la plateforme Parcoursup, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous dites on gère, c'est qui on ? C'est quel Alors profil ? c'est toute une équipe. Au niveau académique, on est une dizaine de personnes. Et puis ensuite, on a bien sûr la force de tous les CIO, de tous les psychologues d'éducation nationale sur l'ensemble du territoire de l'Académie de Strasbourg. C'est plus de 200 personnes qui travaillent autour de l'information et de l'orientation. Et justement avec nous, je me tourne vers vous Sonia, une digne représentante du CIO notamment de Strasbourg. Vous êtes psychologue de l'éducation nationale, vous intervenez au lycée Jean Rostand auprès d'élèves de la filière générale et technologique et professionnelle. Également, vous tenez des permanences au CIO de Strasbourg et également au sein de l'espace avenir de l'Université de Strasbourg pour des questions d'orientation et d'information pour les étudiants. Dans un premier temps, c'est Stéphane qui va présenter la thématique pendant une dizaine de minutes. Qu'est-ce qui se passe après le 29 mars pour les élèves de terminale ? Et dans un second temps, on vous propose un moment d'échange à deux, à trois, en l'occurrence. On va tenter de répondre à différentes questions que se posent les lycéens et les lycéennes concernant les procédures, les démarches, les points sensibles. Bref, ce qu'il faut savoir et faire pour une fois que les réponses vont commencer à tomber, on va aller jusqu'à l'été, jusqu'aux vacances et notamment jusqu'à la rentrée, puisqu'il est possible de reformuler des vœux jusqu'au 14 septembre pour celles et ceux qui n'auront pas reçu de réponse positive. Pour l'heure, Stéphane, c'est à vous. Je crois que vous avez préparé un petit visuel justement pour nous éclairer un peu plus. Oui, alors sur le calendrier Parcoursup, on est dans l'étape 2, celle qui effectivement concernait tout d'abord la formulation des vœux. C'est terminé, ou presque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on pourra encore faire des vœux d'apprentissage. Mais là, ce qui est important à partir de ce soir, c'est la finalisation du dossier. Et là, c'est très important d'être très précis dans l'ensemble de son dossier. On a bien sûr, pour être accompagné dans cette démarche, les psychologues d'éducation nationale dans tous les établissements scolaires, mais il y a aussi les professeurs principaux si je suis en terminale, parce qu'on a 2 professeurs principaux qui s'occupent en tout cas de cette partie, de cette finalisation du dossier. Donc je le rappelle, il y a la rubrique ma scolarité, où il est important de bien checker par exemple les bulletins, les résultats scolaires, ça c'est important. Et puis la deuxième, il y a la rubrique sur mes activités. Là, il y a énormément d'informations. Alors on est limité en nombre de caractères, mais il est important qu'on arrive bel et bien à donner une image de son parcours, de son dossier, de ses envies et de ses projets. On dit souvent pour critiquer Parcoursup qu'on est face à un algorithme, alors que justement, toutes ces rubriques vont être lues par la commission d'examen des vœux après le 7 avril. Donc il est vraiment important de le remplir avec beaucoup d'attention. Et pour se donner un maximum de chance également. Exactement. Et alors, s'il y a un conseil qu'on peut donner et qui est très important, c'est de remplir une rubrique qui s'appelle le projet de formation motivée. Là, je pense que Sonia peut donner quelques conseils par rapport à ce projet de formation motivée. C'est bien, ce n'est pas en quelques clics qu'on va pouvoir remplir ce dossier, il faut se donner du temps. Donc, ce n'est pas innocent si on a laissé du 29 mars jusqu'au 7 avril. Donc, il va falloir s'organiser et le faire suffisamment en avance pour avoir vraiment le temps de bien remplir toutes ces rubriques. Parce qu'effectivement, suivant les formations, on a plus ou moins d'informations à compléter. Peut-être quelques infos, Sonia, peut-être sur ce projet motivé ? Oui, alors attention copier-coller, attention à ne pas reprendre ce qui serait indiqué dans la fiche formation de Parcoursup par exemple. Faut vraiment sentir que c'est personnalisé, quel est votre projet, quelles sont les démarches que vous avez pu faire qui permettent de montrer vraiment l'intérêt que vous avez pour la formation. Il faut qu'on sente que ce soit les élèves qui l'ont écrit et comme dit, surtout pas faire de copier-coller, c'est rédhibitoire, ça se voit tout de suite. Et ça vous arrive de les accompagner justement à cette lettre ? Oui, bien sûr, déjà de leur faire prendre conscience aussi peut-être de certaines compétences parce que les lycéens souvent
Ils ont l'impression de ne pas savoir faire grand-chose ou de ne pas avoir fait grand-chose. Donc, on essaie de leur faire prendre conscience de ça. Pour nous aider aussi, les accompagner dans cette rédaction, il y a l'ONICEP qui propose un document PDF de 4 pages qui est très bien fait, qui permet aussi de savoir comment structurer cette rubrique. Comme vous le disiez, Stéphane, caractère limité. Donc, c'est un exercice qui n'est pas facile. Faut s'entraîner, je dirais, se faire relire aussi. Et puis, sur Parcoursup, on a aussi des vidéos sur la chaîne YouTube d'ailleurs du ministère de l'Enseignement supérieur. On va trouver pareil des petits tutos pour s'aider à rédiger cette rubrique. Et surtout, faites-vous relire, quoi. Alors, quelques petits exemples pour qu'on puisse rassurer. Mais sachez que, par exemple, dans le cadre d'une candidature pour des IFSI, Institut de formation des soins infirmiers, dans la fiche formation, il y a justement un petit kit qui permet de bien remplir les différentes rubriques. Parce que l'on sait que c'est souvent ce qui va faire la différence. Je prends un petit exemple. On fait du sport. On a un poste important dans une équipe. On est par exemple capitaine d'une équipe de sport. On fait par exemple de l'encadrement d'équipes de plus jeunes. Tout ça, c'est des éléments importants puisque ça donne des éléments d'appréciation sur sa candidature. Si on est capitaine, c'est qu'on a été choisi, c'est qu'on a un certain nombre de compétences. On a des qualités relationnelles, peut-être plus fortes que d'autres. Et donc ça, il faut le mettre en avant. Donc souvent, des petits détails de sa vie, de ses passions, va apporter des éléments essentiels dans l'analyse de la candidature. Donc ça, vraiment, il faut y prendre le temps. Sachez évidemment qu'il y a aussi des fois des documents en ligne, des questionnaires. Si vous faites, par exemple, si vous êtes candidat en licence de droit, attention, vous avez un petit questionnaire en ligne qu'il faut remplir. Et donc là, il vaut mieux être concentré et se donner le temps pour y répondre avec le maximum de précision et d'être à l'aise. Voilà. Donc on a évoqué aussi les candidatures en bachelor. Là aussi, on a un certain nombre de questionnaires qui apparaissent en ligne. Donc on prend le temps. On a du 29 mars jusqu'au 7 avril. Et ensuite, dans son dossier, ce qu'il faut retenir, si on fait tout ça, c'est qu'on doit normalement voir apparaître le petit icône qui nous dit « on peut confirmer ses vœux ». Parce que tant qu'il y a le panneau « attention, danger », c'est qu'il manque une information. Donc là encore, si on s'est pris en avance, on a du mal. On peut utiliser le numéro vert, on demande un conseil évidemment à un conseiller, ou bien on peut se rendre, comme on l'a dit, en CIO ou voir ses professeurs principaux pour se faire accompagner. Et finalement, vous le disiez, les casquettes qu'on peut avoir en dehors finalement des cours, je pense à être animateur BAFA par exemple, délégué même de classe au sein d'un lycée, ça peut réellement jouer ou être un plus pour intégrer telle ou telle formation. C'est important vraiment de mettre en avant ce qu'on sait faire en plus ou en parallèle des cours. Tout à fait. Toutes ces indications-là vont vraiment servir. Je le dis souvent, la première idée qui vient auprès des jeunes, des candidats, c'est par exemple le stage qu'on a effectué en classe de 3e. Mais en fait, il y a plein d'autres expériences qu'on a réalisées. Peut-être des jobs d'été, peut-être encore une fois son activité sportive, son implication dans un établissement scolaire. On a souvent réalisé des choses qui, on peut être babysitter. Si aujourd'hui on est babysitter, c'est que des adultes nous font confiance et qu'on est capable de prendre des responsabilités. A priori, ça paraît comme ça innocent, mais ça donne en tout cas des indications à la commission d'examen des vœux, parce que je le répète, derrière, il y a bel et bien des enseignants, des équipes de l'enseignement supérieur qui vont étudier chaque dossier et qui vont être attentifs à ce type de détails. On ne va pas être cantonné qu'au résultat scolaire, ça compte, mais ça ne fait pas tout. Justement, on a déjà fait une émission là-dessus pour expliquer le rôle de l'algorithme, son fonctionnement, pareil des commissions académiques. C'est bien des hommes et des femmes, des enseignants qui sont derrière et non pas des robots comme on a pu l'entendre dans une précédente émission. Je le disais, 29 mars, plus de possibilité de formuler ses vœux. Voilà, quelles sont un petit peu les différentes étapes importantes, les délais, les choses importantes à retenir. Je pense que y a un petit visuel qui est assez clair là-dessus. Alors j'ai encore une petite indication. Je rappelle aussi jusqu'au 7 avril que si on a fait un certain nombre de vœux où il y a des concours, 12 examens, il peut y avoir des frais de dossier. Donc là aussi, des fois, on a besoin de l'accompagnement de ses parents pour régler ces frais de dossier. Donc là encore, on évite d'attendre le 7 avril à 23h et qu'on soit véritablement en galère. L'important, en tout cas, c'est d'anticiper. C'est facile à dire. Je sais bien que c'est un moment de stress, mais en tout cas, on le sait. Le 9 avril, tout le monde sera en congé pour le printemps. On aura d'autres impératifs, évidemment. Mais en tout cas, avec cette finalisation de dossier, on arrive en tout cas à répondre à une grande partie en tout cas de ce calendrier Parcoursup. Dernière chose encore, peut-être que certains en remplissant ce dossier se disent finalement, moi l'année prochaine, même si j'ai fait des vœux, j'ai envie de partir à l'étranger ou j'ai un projet sportif important, je suis sportif de haut niveau par exemple. Je rappelle que dans ce dossier, on a aussi la possibilité de demander une césure. Et cette césure, en fait, elle demande aussi un minimum d'informations et de dossiers à remplir. Donc c'est dans cette partie-là du calendrier qu'il faut remplir ces données-là. On l'évoquera justement plus en détail
détail la possibilité de faire une césure, à partir de quel moment et surtout voilà, quand. Moi j'ai une petite question, à moins que vous souhaitiez revenir peut-être sur vos visuels, mais je me mets dans la peau d'un lycéen, on est en avril, j'ai formulé tous mes vœux, mes 10 et les sous-vœux. C'est bon, j'ai plus rien à faire, je peux me concentrer globalement sur la préparation au bac, sur peut-être les bacs blancs aussi, s'il y a certains établissements qui proposent des bacs blancs quelques semaines ou quelques mois avant le vrai bac ou le fameux bac. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que je suis concentré sur les épreuves des enseignements de spécialité qui ont été déplacées. Je le rappelle, on aurait dû avoir ces épreuves au mois de mars. Là, on se retrouve au mois de mai. Et donc, pour les lycéens, donc pour les élèves de terminale, il y a une pause qui s'opérera entre le 9 et le 13 mai, où là, on se concentre mais entièrement à ces enseignements de spécialité. Par contre, pour certains candidats de Parcoursup, eh bien, il y a des épreuves, des entretiens, les entretiens d'admissibilité. Et donc, c'est dans cette période-là. Alors là, peut-être une indication, Sonia, de préciser aux candidats où est-ce qu'on j'ai l'information. Si aujourd'hui, j'ai fait un vœu et j'ai une épreuve d'admissibilité, où est-ce que je trouve cette information-là? Alors, on la trouve très simplement dès maintenant sur la fiche formation dans Parcoursup. Les informations sont données déjà maintenant. Et donc les élèves seront informés, ils auront une convocation de toute façon par le biais de leur dossier, donc pas d'inquiétude. Ça peut même déjà s'anticiper, savoir à quel moment on sera convoqué et même où ça aurait lieu. Je pense à des formations comme le concours commun de Sciences Po, je pense aux entretiens pour intégrer un BUT. Quand on passe le cap d'une première sélection sur dossier, il y aura ensuite un entretien. Voilà, il y a des formations de ce type-là pour lesquelles il faut s'attendre, si tout va bien, à être convoqué courant avril. Et on peut le savoir déjà maintenant. Voilà, donc on tient compte du profil. Je suis candidat réorienté, pas de souci, j'ai pas d'épreuve des spécialités, donc je peux être convoqué pendant toute la période. Par contre, je suis élève de terminale, pas de souci, on a tenu compte du nouveau calendrier, tout a été rectifié, et donc je me concentre effectivement sur les épreuves du baccalauréat. Ça peut faire beaucoup, voilà, justement pour un élève de terminale, se préparer au bac, se préparer aux épreuves, être sur Parcoursup, gérer sa vie personnelle, sa vie pré-professionnelle aussi par la suite. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites un petit peu pour les rassurer finalement, Sonia? On prend le temps, il faut anticiper, avoir bien les dates en tête. C'est quoi un petit peu ce que vous leur dites? Oui, c'est ça, c'est essayer d'avoir anticipé au maximum, si possible. Effectivement, c'est toujours en étant bien préparé qu'on affronte mieux les choses. Et puis après, peut-être être bien encadré. S'il y a le moindre souci, en parler à ses proches, à ses professeurs principaux, à des camarades de classe aussi, parce que sans doute que voilà, les élèves sont un peu tous dans la même situation. Alors, avec l'idée de se rassurer et pas de faire monter la pression, mais surtout en parler. Et pour qu'on soit là pour les accompagner, les rassurer, quoi. On peut peut-être, parce qu'on a déjà évoqué beaucoup de dates, ça peut peut-être être un peu, non pas brouillon ni fouillis, mais beaucoup d'éléments. Est-ce que, voilà, peut-être visuellement parlant, on a quelque chose qui explique globalement le calendrier de Parcoursup à partir du 29 mars? Alors, ce qui est important surtout à retenir, c'est que finalement, on finalise avant les vacances de printemps pour nous. Donc, c'est un bon moyen mémotechnique pour notre académie. On a de la chance, on est dans la période où justement, ça va s'arrêter juste avant les vacances. Donc voilà, finalement, on va pouvoir profiter des vacances. Alors, certains, les très sérieux, vont pouvoir réviser pour leurs épreuves d'enseignement de spécialité, mais en tout cas, on arrivera déjà à clôturer cette partie-là. Pour ceux qui sont encore, comme on dit, qui se posent encore beaucoup de questions, ou, voilà, ils auront la possibilité de se pencher sur leur projet, par exemple, de formation par apprentissage, parce que là, on n'est pas lié à la date du 7 avril. Mais vraiment, ce qu'il faut aujourd'hui retenir, c'est on a les périodes de vacances de printemps qui arrivent, c'est une étape qu'on vient de passer dans Parcoursup. Et l'étape suivante, c'est le mois de juin, effectivement, à la veille des vacances, avec une épreuve qui peut être une épreuve pour certains, et puis qui est un moment important, qui est un rite de passage, c'est les résultats de Parcoursup, les premières données. Et justement, sur combien de temps ça s'étale? C'est début juin, il me semble, le 2 juin que les premiers résultats tombent. Ça peut s'échelonner sur combien de temps, combien de semaines, ou c'est plusieurs jours finalement, pas plus? Alors ça, c'est le conseil numéro 1 à retenir pour cette période des résultats. C'est que ce n'est pas un jour, mais c'est bien une période complète qui va aller jusqu'au mois de septembre. Donc c'est pas, si au 2 juin, on n'a pas une réponse positive, c'est pas la fin du monde, loin de là. Bien au contraire, ce qu'il faut comprendre, c'est la partie de Parcoursup, c'est que si on a formulé jusqu'à 25-30 vœux, on aura 30 réponses. Voilà. Et donc, évidemment, il faut un temps jusqu'à ce que les uns les autres se positionnent. Il y a des délais de réponse. Tout est bien suivi. Véritablement, la plateforme est faite pour communiquer en direction de ce public jeune. Il y a un vrai suivi. Il faut suivre les indications. Mais vraiment, je pense qu'en termes d'accompagnement, on n'a pas mieux fait pour l'instant, en tout cas pour ces candidatures. On parlait de la date du 2 juin, à partir du moment où les résultats commencent à tomber, mais peuvent s'échelonner jusqu'au septembre, vous le disiez justement Stéphane.
Imaginons que le 2 ou le 3 juin ou tout début juin, j'ai une réponse à l'un de mes vœux, qui n'est pas forcément le vœu prioritaire ou le vœu numéro 1. Est-ce que si j'attends trop longtemps pour le valider, en espérant, imaginons, avoir un autre vœu qu'on préfère, est-ce qu'on a le risque que ça nous passe sous le nez? Voilà, à quel moment vraiment il faut se dire je m'inscris, je prends encore le temps de voir les résultats qui vont tomber? Est-ce qu'on peut aller réellement jusqu'au début septembre, à attendre son tout premier vœu? Il faut quand même s'inscrire dans la formation ou dans les formations pour lesquelles le vœu est positif, au risque peut-être de perdre finalement son premier vœu. Alors, le premier mythe qui va tomber, c'est de dire qu'évidemment, sur la plateforme, tout est bien indiqué. Lorsque je reçois une proposition le 2 juin, le 3 juin ou au cours de la période qui va jusqu'au 15 juillet, on me dit toujours jusqu'à quelle date et à quelle heure je dois répondre. Mais la règle, c'est je dois toujours apporter une réponse à une proposition. Si par exemple, j'ai un vœu ou j'ai une confirmation pour une admission, et finalement je me dis « Oh, celle-là, cette formation finalement ne m'intéresse plus », c'est pas parce que je ne réponds pas que la plateforme va se dire « Ah bah ok, il n'en veut pas ». Le fait que je ne réponde pas va dire « Ah bah il ne s'intéresse plus aux propositions Parcoursup et je vais être mis comme démissionnaire ». Donc le principe, j'ai une proposition, je réponds. Toujours répondre à la plateforme, c'est bien indiqué à chaque fois, c'est de dire « Voilà la proposition que je reçois, j'ai jusqu'à tel jour, telle heure pour répondre ». Et je ne peux toujours avoir qu'un seul vœu que j'ai accepté en stock. Et si on refuse, ça permet de libérer des places pour ceux qui sont sur les attentes. Exactement. Aussi. Donc dans la période, pour répondre à une question que vous aviez posée tout à l'heure, Louis, mais qui est importante, finalement, qu'est-ce que je fais après 7 avril? Dans ma tête, je vais commencer à réfléchir en me disant, mais si j'ai les propositions, qu'est-ce que je vais accepter? Quel est mon vœu préféré, etc. C'est vrai qu'il faut y réfléchir, parce que quand les réponses vont tomber, il faudra que je me positionne. Alors, des fois sur 3 jours, des fois à la fin de la procédure sur 24 heures, mais il faut dans ma tête que j'ai commencer à avoir posé cette réflexion de se dire finalement qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'ai véritablement envie comme formation. Ça, c'est le conseil qu'on peut donner pendant les vacances de printemps. Et puis il me semble justement qu'on est lancé, relancé, relancé par les différents établissements ou du moins formations dans lesquelles on est accepté. On est au courant de tout globalement, on est accompagné. Voilà, vous parliez des différentes dates, échéances pour s'inscrire notamment. Voilà, on est au courant, c'est pas à nous d'aller chercher l'information, on nous dit clairement ce qui se passe. Oui, on a des notifications. Alors, on va pouvoir télécharger d'ailleurs une appli Parcoursup à partir du 2 juin, si je ne dis pas de bêtises, pour avoir des notifications, savoir voilà, ce qu'il en est. On peut se connecter aussi tout simplement spontanément sur son compte pour voir où ça en est. Mais normalement, l'info, les élèves ne vont pas la louper. Ils l'auront facilement. C'est peut-être mais bon, il faut l'évoquer, hein, le côté un peu plus pénible pour certains qui auraient peu ou pas de réponse positive. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là où je reçois, par définition, aucune réponse à mes 10 vœux, 15, 20 ou 30 vœux en prenant en compte les sous-vœux? Qu'est-ce que je peux faire? Vers qui me tourner? Qui peut m'aider? Voilà, à réfléchir de quoi je peux partir pour reformuler des vœux. On le disait, on peut reformuler jusqu'au début septembre. Voilà, qu'est-ce que je fais dans le cas où je n'ai pas de réponse concrète à une formation ou du moins positive? Alors, j'ai préparé un petit visuel, Louis, qui reprend les différentes solutions qui existent quand je n'ai pas reçu de proposition d'admission. Alors, la première chose, évidemment, le scénario qui est le plus difficile, c'est celui du 2 juin avec, évidemment, que des réponses négatives. Donc là, le conseil, même si je suis, par exemple, que en liste d'attente aussi, l'idée, c'est de faire appel à ses professeurs principaux, si je suis candidat terminal, aux psychologues de l'éducation nationale, que ce soit en CIO, que ce soit à Espace Avenir ou au service universitaire d'information et d'orientation de l'UHA, parce qu'il faudra que je me prépare à envisager d'autres choix d'orientation, puisque là, il y a ce qu'on appelle une phase d'admission complémentaire qui ouvre le 23 juin. Et si effectivement je suis dans la situation où je n'ai pas de proposition, effectivement, je vais pouvoir reformuler des vœux sur des formations qui ont des places vacantes. Donc là, il y a besoin évidemment d'un accompagnement. C'est mieux en tout cas de se faire accompagner. Et donc là, on a les ressources, soit en établissement scolaire, soit en CIO. Ouais, peut-être juste, Sonia, avant que vous continuiez, Stéphane, qu'est-ce que vous leur dites un petit peu durant ces entretiens quand vous recevez des élèves qui n'ont pas de réponse ou très peu de réponses positives et qui doivent reformuler les vœux? Vous leur dites quoi? De partir des choses qu'ils aiment, de se renseigner, d'aller peut-être aussi en sein des CIO? Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, c'est ça, c'est qu'on essaye d'ouvrir parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné dans l'année, quand un élève est focus sur des vœux, il ne va pas pouvoir réussir à penser à autre chose que ce sur quoi il est concentré. Donc peut-être que dans cette phase-là,
où on apprend qu'on n'est pas admis dans les formations qu'on voulait à tout prix, c'est là qu'on va peut-être avoir la disponibilité, par la force des choses, d'élargir à autre chose. Donc effectivement, on va essayer de partir, comme vous le disiez Louis, on l'a déjà dit lors d'autres émissions, partir peut-être des disciplines qu'on aime, de grands centres d'intérêt, mais encore une fois, je le redis encore maintenant, en aucun cas on demande aux élèves d'avoir une idée de métier précise à ce stade de l'année. Donc on va essayer vraiment d'explorer les pistes possibles à partir d'un centre d'intérêt ou d'une discipline ou d'un domaine professionnel finalement. Parce qu'il peut aussi y avoir des solutions hors Parcoursup et on verra ça avec les candidats au moment où le problème se pose. Mais on est vraiment là pour les aider jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on puisse, on essaie de les accompagner jusqu'à ce qu'on trouve avec eux une solution. Et j'évoquais juste avant de vous relaisser la parole, Stéphane, en tête, ça peut être intéressant. Vous preniez par exemple la casquette de quelqu'un qui est capitaine d'équipe. Se dire, tiens, en dehors des cours, où est-ce que je me passionne, pas sur quoi je me passionne, dans quel peut-être domaine, quelles activités peuvent être intéressantes. Ça peut aussi être ce qu'on fait en parallèle ou à l'extérieur des cours qui peut permettre de reformuler des vœux. Stéphane, je vous laisse poursuivre avec... Oui, alors, le dernier point, donc je l'ai dit, la phase d'admission complémentaire. On rappelle qu'on peut faire jusqu'à 10 vœux supplémentaires dans cette phase d'admission complémentaire. Et puis surtout, à partir du 1er juillet, c'est en tout cas un dispositif qui a été mis en place avec la plateforme Parcoursup, c'est la commission d'accès à l'enseignement supérieur. C'est cette commission, en tout cas, je peux la saisir si je suis candidat. Dans mon dossier, lorsque je corresponds, je suis dans une situation délicate, eh bien j'ai la possibilité donc de saisir cette commission d'accès à l'enseignement supérieur. Ça ouvre simplement une fenêtre de dialogue avec les services académiques, le SAIO dont on parlait tout à l'heure, avec l'ensemble de nos services, et on va faire un accompagnement sur mesure de ces candidats. Donc on va les aider, bien entendu, dans les différentes possibilités de formation qui existent sur place vacante, et puis on verra aussi avec eux, peut-être souvent, d'ouvrir de nouvelles opportunités, comme l'a dit Sonia, avec des formations qui existent en dehors de Parcoursup. Et enfin, pour un certain nombre de catégories de candidats, on a un traitement particulier. Je pense aux sportifs de haut niveau, aux élèves en situation de handicap ou des élèves qui sont en situation sociale difficile. Là aussi, la commission d'accès à l'enseignement supérieur, qu'on appelle KS entre nous, la KS va apporter un certain nombre d'éléments ou va apporter des éléments facilitateurs, en tout cas sur le parcours. Et enfin, le dernier conseil, si on est véritablement en difficulté, il faut utiliser la boîte de dialogue de son dossier Parcoursup. On a toute une équipe, on répond à chaque mail individuellement. Il y a bien sûr aussi le numéro vert qui est ouvert pendant toute la campagne au 0800 400 070 tous les jours entre 10h et 16h. Et sinon, vraiment, je le redis, la boîte mail et toujours utiliser son dossier, la boîte mail de son dossier Parcoursup parce que ça permet aux conseillers qui répondent aux mails d'avoir souvent des fonctionnalités supérieures. Je donne un exemple. On a été un peu distrait, on n'a pas respecté la date limite pour répondre à une proposition d'admission. On se dit, ça y est, ma vie est fichue. Non, justement, évidemment, on va pouvoir rattraper cette situation-là. Alors, pas exactement en donnant tout de suite l'admission, mais en replaçant le candidat dans la liste d'attente. Et ça, on peut le faire que si on a fait le mail à partir de son dossier Parcoursup. Je sors non pas de Parcoursup, mais des formations. Moi, j'ai mon bac et l'idée, c'est de faire une année de césure après. À partir de quand? Est-ce que je dois le mentionner sur Parcoursup? Est-ce que c'est possible déjà, tout simplement? De quelle manière on peut faire ça? Et à quoi il faut faire attention si on doit être sur Parcoursup ou pas? Alors au niveau de la césure, Stéphane le disait tout à l'heure, il y a une petite case à cocher. Avant le 7 avril? On peut le faire avant le 7 avril. Avant le 7 avril, voilà. Mais par contre, ce n'est pas une information qui est communiquée aux établissements. Donc déjà, la décision, le classement des candidats qui est fait, le fait d'être admis, le fait de demander une césure, c'est indépendant. Ce n'est pas un élément qui va influencer la commission d'admission. Lorsque le candidat sera admis dans une formation et qu'il ira s'inscrire, à ce moment-là, c'est communiqué à l'établissement qu'il y a une demande de césure. Après, l'élève pourrait ne plus demander de césure. Finalement, il peut avoir changé d'avis. Mais si jamais il veut maintenir cette demande de césure, l'établissement lui demandera certainement de compléter un dossier, de faire une lettre de motivation dans laquelle il va expliquer son projet pour l'année de césure. Et là, il faut effectivement y avoir réfléchi. Parce que voilà, faut bien se douter que si un établissement accepte de suspendre une formation, une inscription à l'année d'après, il faudrait que le jeune ait un projet de césure qui ait un lien avec la formation dans laquelle il veut entrer.
Question Donc ça s'anticipe. très ouverte, un projet de césure, ça peut être quoi? Ça peut être partir à l'étranger, faire du bénévolat, de l'associatif, un service civique, ça peut prendre toutes ces formes? Exactement. Tout à fait. Alors, les cas les plus classiques, effectivement, c'est le service civique, c'est le projet de formation à l'étranger. Hein, on a trouvé un petit job à l'étranger, on y part et on essaie en tout cas d'avoir des compétences supplémentaires en langue vivante. Et puis je pense à un ou deux cas, en tout cas qu'on a évoqués, de sportifs de haut niveau qui par exemple vont se lancer dans une campagne particulière, en championnat d'Europe ou autre, et donc qui ont besoin de négocier cette année de césure. Voilà. Mais ce qui est important, et Sonia l'a très justement fait remarquer, il faut tout de même que ça ait un lien avec sa formation. Et ça se négocie après, une fois qu'on a eu son admission, ça se négocie avec le chef d'établissement, par exemple pour les BTS, ou avec le responsable de formation dans l'enseignement supérieur. Il y a une négociation quand même qui se fait, il y a une convention, puisque l'objectif est quand même de retrouver sa place lorsqu'on revient après sa césure. Et justement, si on échappe à Parcoursup cette année, si on veut faire une césure, dans tous les cas, on y revient après la césure, si on se destine à une formation universitaire, ou du moins BTS, BUT, classe prépa, école d'ingénieur ou autre. Tout à fait. Vraiment, là, ce qui est important et ce qui a passé, alors c'est vrai qu'après ces 2 années un peu particulières, de parler de césure, de parler de voyage à l'étranger, ça paraît un peu anachronique, mais très honnêtement, c'est vraiment un projet qui est important et on espère bien en tout cas, et c'est même une priorité du ministère, c'est d'arriver de plus en plus à engager en tout cas des départs à l'étranger, parce qu'on a besoin justement de compétences supplémentaires et on a besoin de ce genre de profil. Donc véritablement, cette année de césure, ça peut être un véritable atout pour certains candidats à Parcoursup. On arrive à la fin de l'émission. Je pose une question, mais je sais que quelque chose a été prévu, notamment visuellement parlant. Voilà, les bons conseils. Quels conseils vous donneriez à partir de ce moment-là, du 29 mars jusque septembre, début septembre, ou pas, pour ceux qui sont sur Parcoursup? Alors, risque de me répéter, mais je le dis, toujours répondre à toute proposition d'admission sur Parcoursup. Il faut toujours répondre, que ça nous intéresse ou pas, mais on répond. Le deuxième conseil, c'est toujours de maintenir en attente les vœux qui ont notre préférence. Voilà, ça c'est ceux où finalement, lorsqu'on a fait notre petit classement dans la tête, on peut très clairement y renoncer, mais on peut les garder, ces vœux en attente, même au-delà du 15 juillet. On fait souvent appel à ces listes qui sont donc archivées. Et enfin, la dernière chose, ne pas oublier de s'inscrire dans la formation qu'on a acceptée définitivement, parce que Parcoursup, certes, on a dit oui, mais rien n'empêche d'aller s'inscrire directement à l'université, dans l'établissement, pour confirmer définitivement son inscription. Parce que si on n'est pas inscrit dans les dates, la place est à nouveau déclarée vacante. J'allais dire, si on oublie, si on a la tête ailleurs dans les révisions ou la tête en l'air? Bon, alors il faut quand même le dire, les formations sont très compréhensives, mais voilà, c'est aussi dans les rites de passage de Parcoursup, c'est aussi apprendre à respecter un calendrier, respecter des engagements, et celui d'une date butoir fait partie de la formation du candidat Parcoursup. Voilà, on a souvent des possibilités de se rattraper. Par contre, sur l'inscription en établissement, là, les établissements sont souvent fermes parce que, au regard du nombre de candidats à inscrire et des enjeux, il faut impérativement confirmer cette inscription. Sonia, c'est ce que vous dites globalement en substance à vos élèves? Il y a peut-être des petites choses en plus du fait que vous ayez un pied dans les lycées, un pied dans les CIO, ou c'est ces conseils-là qui sont absolument nécessaires et bons à prendre? Oui, effectivement, c'est s'autonomiser, c'est se responsabiliser. C'est qu'on va entrer dans une vie étudiante, quel que soit le type de formation. Donc on anticipe, on prend les choses en main et on respecte les dates. Je vais bien sûr dans l'autre sens. Et ce qui est important à retenir dans la philosophie de Parcoursup, c'est bien le candidat qui a le dernier mot. Et je crois que ça, il faut le rappeler. C'est lorsqu'on a fait son choix, on a fait son classement et autres. Il faut bien le savoir, c'est bien chaque candidat qui va décider de ce qu'il fera l'année prochaine. C'est une part très très importante. À tout moment, c'est j'accepte ou je refuse les propositions. Le candidat qui a le dernier mot, ce sera le mot de la fin justement. Sonia, Stéphane, Sonia, merci en tout cas d'avoir été avec nous pendant cette petite demi-heure. On espère avoir répondu à des questions importantes, je dirais pas existentielles, mais très importantes dans la vie d'un lycéen, en terminale en l'occurrence. Peut-être vous permettre de mieux appréhender cette plateforme, notamment concernant les dates, les démarches, l'importance notamment des inscriptions, des réponses, et de voir toujours devoir répondre à chaque vœu, chaque retour. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube Noria TV. Il y a plein de vidéos, plein d'émissions qui ont déjà été faites, qui présentent un petit peu les différentes formations des universités d'Alsace, des classes prépa, des BTS, des BUT également.
Enfin voilà, plusieurs formats, plusieurs types de vidéos. Et puis on vous dit à bientôt sur Noria TV. My mama told me that they my calling. I keep that stick, I don't do no brawling. Open out the doors and let 'em out.